fait, nous, on meurt pas. Tu peux envoyer la bombe nucléaire de 4 milliards, on va l'esquiver. Il va dire, mais il est fou, lui. La Belle Vie est une entreprise de livraison de courses à domicile en Île-de-France. Créée en 2015, elle propose plus de 30 000 produits ultra frais et de qualité. Sur leur site, on peut retrouver des produits bio, du primeur, du boucher, associés à des recettes, avec de nouveaux producteurs et artisans proposés chaque semaine. Aujourd'hui, Théo rencontre Paul Lee, cofondateur et co-CEO de la marque, qui va nous raconter leur création, leur scaling et l'évolution du marché et ses consommateurs, ainsi que leur reprise de l'entreprise Frichti. Bon, Paul, c'est un plaisir de te recevoir dans les Bruti Commerce. Bah, ça me fait plaisir aussi d'avoir traversé l'Île-de-France. C'est toujours ce que les gens disent quand ils arrivent, ils sont contents d'arriver. Ouais. Parce que ça fait, depuis Paris, ça t'a mis une petite heure pour venir. Petite heure, je suis à Paris-Est, dans le 12e actuellement. Ouais, bien, non, je suis pas bien, mais écoute, comme je me suis décommandé last minute la dernière fois, je n'allais pas faire une deuxième fois. Mais si tu avais commencé ton accroche par hey, je te fais un podcast à Versailles, je c'est toujours. D'abord, tu présentes la value et ensuite, il y a la petite astérisque. Mais tu avais une très bonne excuse la dernière fois de ne pas être là parce que c'était une période assez active du coup pour la Belle Vie. Tout le monde l'a vu dans les médias. Donc, la reprise de Frichti qui a eu lieu il y a quelques semaines, encore on peut dire. Donc, c'est une des parties, enfin, une des milestones importantes de l'histoire de la Belle Vie qu'on va essayer de retracer ensemble aujourd'hui avec un angle un peu croissance. Donc, le but, ça va être d'isoler un petit peu des phases de croissance, très simplement. Donc, le début, tout ce qui va être product market fit, vos différentes levées de fonds, les galères que vous avez eues, la phase quick commerce aussi récente, qui s'est terminée du coup par la reprise de Frichti. Retracer ça ensemble avec toi. Mais d'abord, je vais quand même être poli, te laisser te présenter. Raconter comment est-ce que la Belle Vie a été créée, cette phase de genèse au démarrage. Donc, je suis Paul Lay, je suis le cofondateur de la Belle Vie. J'ai 41 ans, j'ai 2 enfants et je suis marié depuis 1 an. Bravo. Voilà, merci. On a créé la Belle Vie en 2015 avec mon associé Alban Vincop. C'était son idée en fait. Alban, c'était mon ancien patron il y a une quinzaine d'années. On a toujours, je pense, eu ce fit intellectuel et de mindset sur la création de choses. Et après ma première boîte, il a essayé de me tirer en disant viens on crée quelque chose ensemble. Moi j'ai toujours voulu créer quelque chose avec lui. Et il avait cette idée à l'époque, en 2015, où c'était l'explosion de la food tech aux États-Unis, de créer un site de recettes et tu cliques sur la recette et tu te fais livrer tous les ingrédients dans l'heure. Voilà. Ça, c'est l'idée initiale de la Belle Vie. On y est retourné quelques années plus tard, mais ça, c'est le déclencheur sur ah ouais, c'est une bonne idée, on va lancer une boîte ensemble. Et évidemment, comme dans toutes les boîtes, ça se passe pas forcément comme on a prévu, mais en tout cas, la bonne idée, le marché qu'on sentait plutôt cool et on a lancé la création de boîte en janvier 2015 et en juin 2015, on fait les premières livraisons de la Belle Vie. Entre-temps, on avait lancé un site de petit déjeuner et d'apéro qui s'appelle Miamtag. C'était pour nous entraîner à faire du e-commerce et la livraison de produits frais, les fournisseurs, etc. Et donc, du coup, entre la création du Cabis et la première livraison, il y a eu 6 mois. Voilà. Ok. Vous êtes lancé dans une phase où tu disais c'est explosé aux US. En France, forcément, vous n'avez pas été les seuls à voir un petit peu que le marché s'excitait là-dessus. Tu me décrivais l'environnement concurrentiel juste avant qu'on allume les caméras. Il y avait une liste longue comme le bras de personnes qui s'étaient lancées. En fait, déjà dans la food en général, je pense que c'est je dis pas food tech, mais la food en général, je pense que déjà c'est la verticale de la création d'entreprise, la plus dynamique, quoi. Enfin, franchement. Tu l'expliques ça? Pourquoi? En fait, déjà, on est en France, on a un rapport avec la bouffe qui est assez fort. On a tous des particularités en termes de food. Il y en a qui mangent pas de viande, d'autres qui mangent parfois de la viande, parfois un peu, d'autres qui mangent des fruits, d'autres qui découvrent un fruit et ce fruit-là, on peut en faire des steaks. C'est assez fou. Donc, il y a un pays où l'entrepreneuriat est de plus en plus émancipé, les jeunes de plus en plus, ils ont envie de changer le monde. Et la food, c'est peut-être quelque chose qui éveille le plus de choses en nous le plus régulièrement. Voilà, peut-être pour ça qu'on crée des boîtes de food aussi nombreuses en France. En tout cas, nous, on arrive en 2015 avec l'explosion de la food tech aux États-Unis, Blue Apron, Spoon Rocket, etc., HelloFresh. Voilà, c'était vraiment l'explosion de Muncheries en 2015. Et en France,
bah évidemment, tout ce qui se passe aux États-Unis arrive en France. Et en France, bah, en 2015-2016, t'as Ch'ti, la plus connue, Food Cherry, Pop Chef, voilà, Take It Easy, l'arrivée de Deliveroo qui a 2-3 ans. Enfin, voilà, il y en avait, franchement, à un moment donné, je les ai comptés, on était 15, quoi, sur le marché français. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a un marché, et tant mieux. Maintenant, quand on se lance avec autant de concurrence, et de la concurrence qui va aussi se créer tout au long des années, bah voilà, il faut être un vrai entrepreneur, hein. Sur quoi est-ce que c'est livré la première bataille? Parce que vous aviez pas levé de fonds au tout début, on est d'accord? En fait, on a déjà commencé avec pas mal de fonds de mon associé Alban, puisqu'il avait, il a eu l'idée, mais il avait aussi les fonds, puisqu'il avait D'accord. vendu sa première startup auparavant, quelques années auparavant. Donc, et il était jeune, hein, on a commencé il y a 9 ans, on était à peine trentenaire. Lui était un peu trop jeune pour prendre sa retraite, et il pensait, à juste titre, qu'il pouvait faire quelque chose d'encore plus grand. Et, et voilà, hein, il a décidé que c'était avec moi, et moi j'ai décidé que c'était avec lui, et on s'est lancé. Donc on a commencé avec ses fonds, mais on n'a pas levé de fonds avant 2018. Ok. Et donc comment vous avez combattu en fait ces gens-là qui en face de vous, en fait, eux étaient peut-être mieux. Bah, il y a eu beaucoup de grosses levées de fonds, et Ouais. très rapidement, et c'était le début d'espèce de bull run des levées de fonds. Donc il y a eu tout l'épisode des requêtes internet, voilà, qui sont arrivées aussi sur la delivery. Just Eat, qui est arrivé très fort. Peshti, qui ont levé, je pense, en 2017, ils avaient déjà levé plus de 40 millions d'euros, ce qui était énorme à l'époque. Voilà. Euh, mais comment est-ce qu'on a fait? Écoute, on s'est concentré sur notre produit, et je pense que ça, peu importe ta taille, le plus important, c'est d'avoir la meilleure expérience et de construire le meilleur produit. Voilà. Derrière, ce qui va faire le scale en fait, ce qui va faire la vraie différence, c'est la qualité de ton produit. Et ça, j'y crois encore plus aujourd'hui. On n'a jamais été les plus riches, mais je suis sûr que en termes de besoins, on couvrait le maximum de besoins, et en termes de équation économique, on avait la meilleure équation économique. Évidemment, on n'avait pas autant de clients parce qu'on n'avait pas pu acheter des clients avec de l'acquisition, mais nos clients étaient hyper fidèles. Donc quand tu te mets ça, tu te dis, ben, s'il y a quelqu'un qui vient arroser la belle vie avec un peu de cash, on va pouvoir acheter un peu de clients et rattraper notre retard. Et c'est ce qui s'est passé en 2018 avec nos premiers seeds. Voilà. Comment est-ce que concrètement dans le produit vous êtes différencié? Tu dis que vous avez Ouais, construit le meilleur produit. en 2015, tout le monde commence avec de la livraison de plats. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut faire sauter ta cuisine. Tu cuisines plus. Tu cliques, tu te fais livrer, et là, on livre ton plat, parfois froid, enfin souvent froid, et parfois un peu chaud. Il y a des boîtes, dont une qui s'appelait 62 degrés, qui livrait ton plat chaud. C'est ouf, tu vois. Tu cliques, tu avais un scooter qui traînait dans ton quartier, d'accord? En 10 minutes, il livrait chez toi un plat chaud. C'est une bonne idée, en vrai, tu vois. Mais en termes opérationnels, économiques, c'est un gouffre. Mais comme ça peut être une bonne idée. Donc, tu te faisais livrer ton plat. Et nous aussi, on a commencé par les plats, en tout cas des apéros et des petits déjeuners. Et on s'est vite aperçu d'une chose, c'est que déjà, les plats, il fallait les cuisiner, et c'était un métier. Il fallait les stocker, c'est un métier. Il fallait les livrer, et c'est un métier. Donc, en fait, tu as plein de métiers dans la food tech. Et on pouvait pas tout faire. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'en termes économiques, il y a une différence entre livrer 15 euros, d'accord, et plus. Livrer 15 euros quand tu marges à, je sais pas, à 30%, il faut payer ton livreur, ton préparateur, ton loyer, machin, etc. Donc, en termes de volume, il faut en faire beaucoup. Pour faire du volume, il faut acheter beaucoup de clients. Pour acheter beaucoup de clients, il faut beaucoup de cash. Tout ça, on n'avait pas. Donc, on s'est recentré sur une équation économique et un besoin de la food. Et pour faire ça, on s'est dit, bah, allons faire de la livraison de courses. Parce que les courses, bah, ça reste de la food. On pouvait aussi mettre les plats préparés qu'on faisait. Mais en tout cas, tout de suite, on n'avait plus un panier de 15 euros, on touchait plutôt les 60 euros. Donc, on s'est concentré sur les courses et sur l'expérience
de se faire livrer ses courses rapidement. Et on était les premiers à créer ce besoin-là, en tout cas ce service-là, qui est de la livraison de courses à domicile ultra rapide. On a été les premiers. Voilà. Ok. Il y en a plein qui vont te dire, je peux te dire, c'est nous les premiers. Ok, parce que ouais. c'est marrant qu'il y ait eu le retour de l'engouement avec le e-commerce qui est arrivé derrière, mais on va pas en parler tout de suite. Derrière, en fait, pourquoi est-ce que tous ces acteurs-là vous ont pas emboîté le pas? Il n'y en a pas beaucoup, en fait, finalement, qui sont passés sur la livraison Parce de courses. que c'est aussi dogmatique. Nous, on n'avait rien promis à qui que ce soit. On n'avait pas D'accord. d'investisseurs. Nous, on a juste promis de créer une putain de boîte, d'accord? Et il fallait tout faire pour que ça survive le plus longtemps possible. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un peu différent. Et encore aujourd'hui, avec mon associé, on n'est pas dogmatique. Et c'est quelque chose qui est aussi très fort chez lui, c'est qu'il arrive toujours à rebattre les cartes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez salvateur pour nous. Voilà. Donc ça a Qui été... est la vérité d'aujourd'hui n'est pas de demain. Et voilà. Et ça reste aussi quelque chose d'assez fort aujourd'hui sur la belle vie. Ouais. Et à quel moment vous êtes rendu compte que vous aviez pris la bonne décision? Parce que, profond, vous aviez... Parce que, pour le moment où tu as réfléchi, c'est une bonne question. En fait, on s'est jamais dit on a pris la bonne décision. Tu vois, même aujourd'hui, on est les derniers. Tu vois, je sais pas quoi te dire. Hein. Moi, je dis juste qu'on avait une boîte et on a une vision ultra long terme et on voulait rester le plus longtemps possible en vie. Voilà. Quand je te dis ça, jamais on se dit, on a eu la meilleure idée que toi. Jamais on s'est dit ça. Voilà. D'accord, parce que je me dis, peut-être que tu vois, quand tu vois toi qui prends cette direction un peu différente de tous les autres qui continuent à lever de la thune, etc. et tout, et tu te dis, mais attends, qu'est-ce que... Nous, on pouvait pas. On savait pas lever de l'argent. On sait toujours pas. Et on est assez pragmatique. Hein, voilà. On se dit, mais une livraison, ça coûte cher. En France, voilà, tu peux pas payer les gens 1 euro de l'heure. Ça n'existe pas, tu vois. Donc, nous, notre seule solution et ce qu'on a trouvé, nous, à l'époque, c'est d'avoir un gros panier moyen. Et pour faire ça, il fallait livrer les courses. Okay. Voilà. C'est notre solution à notre survie, finalement. Voilà. C'est en quelle année que vous êtes passé sur de la livraison de courses? Directement en juin 2015. Ouais. Okay. Mais on était plutôt sur un assortiment de 2500 produits livrés en 1 heure. Okay. Quand je te dis ça, en fait, on était les pionniers du Q-commerce. Okay. Et petit à petit, on a itéré parce qu'on sait très bien que ce modèle-là, 2500 produits 1 heure, les gens aiment bien, mais c'est zéro rentable et c'est impossible d'être rentable. Voilà. Donc, quand ils sont arrivés en voulant faire tout ça, là, tu te dis, putain, j'ai loupé un épisode ou... Ouais. Voilà. Mais après, tu commences à gratter un petit peu, tu dis, les gars, ils sont en train de faire ce qu'on a fait en 2015, 2016, puissance 100 km/h dans le mur. Mais ils vendaient quoi, ça? Est-ce qu'ils vendaient un truc différent ou vous dites... Non, en plus, nous, on vendait des produits frais, on avait beaucoup de fruits et légumes. Tu vois, je te prends un Américain du Q-commerce, je dirais pas son nom, il arrive en France, ils se sont créés en 2013-2014 avec de la livraison de chicha. Ils arrivent en France pour livrer des courses et découvrent quand même que les Français, ça mange des fruits et légumes, quoi. Oh! Surprise. Mais je veux dire, comment autant d'investisseurs se sont fait duper, entre guillemets, comment il devait y avoir une vision qui était défendue en mode de ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui ça va marcher. Il y a eu un faux mot, c'est-à-dire que tu arrives en 2020, il y a tous les grands retailers qui sont des boîtes qui valent des dizaines de milliards de chiffre d'affaires, et qui font des dizaines de milliards de chiffre d'affaires, donc ont des trésors de guerre, qui sont zéro dans le digital. Zéro. Tu vois? Elles sont toutes en train de se transformer, c'est ce qu'elles disent, mais en tout cas, on voit qu'il y a un vrai problème, parce qu'il y avait des gens qui ont attendu 4 semaines avant de voir leur course pendant le Covid, quoi. Donc tous les VC ont vu que les grands retailers avaient des problèmes. Donc ils ont misé sur une transformation hyper rapide du digital retail. Et là, t'as les petits malins qui ont fait McKinsey, machin, etc., qui se sont dit, vous avez vu comment ils sont nuls? Moi, j'ai la solution, l'avenir, il est là. Enfin, tu vois, c'est... Et puis, t'investis dans un, puis l'autre, il dit, putain, ça a l'air d'être bien, et ils font l'expérience. En vrai, en tant que VC, tu te fais livrer tes courses en 20 minutes, tu fais, putain, ouais, c'est génial, moi, je veux ça. En vrai, ils ont raison, complètement raison. Mais il faut une équation économique. Et quand un a investi à fond sur le premier, le deuxième dit, moi aussi, chacun est parti chercher son champion. Et ça fait 15 champions à un moment donné. 15 champions, mais en fait, tous se sont dit que le marché allait se réagréger et aller faire un champion, voilà, et ils espéraient tous avoir misé sur le bon champion, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde est mort.
Et il y a Flink qui est encore là. Ils sont encore en France? Mais oui, encore en France, et qui ont des Ok. problèmes pareils avec en sortant de RJ. Ils sont sortis de RJ et maintenant, voilà. Mais c'est beaucoup moins flamboyant. Ouais. Le grand gagnant du Q-commerce, c'est Uber Eats. C'est clair et net. Ok. C'est-à-dire que toutes les grandes enseignes, ne sachant pas comment faire du Q-commerce et en voyant l'attraction du Q-commerce, quand même, il y a eu beaucoup de clients, ils se sont dit, mais comment faire? Donc, on va prendre un shortcut. Uber a dit, écoutez, nous, on va mettre des livreurs devant vos supermarchés, vous préparez les commandes et nous, on les envoie, quoi. Et on a le trafic qu'il faut. Et aujourd'hui, le Q-commerce est majoritairement fait par Uber Eats. C'est le grand gagnant. Ok. Parce qu'ils avaient le scale qui permettait de. Ils avaient les livreurs et ils ont un modèle social de livreur qui leur permettent. D'accord. Alors, bon, c'est bon, on est directement parti sur le quick commerce, on y reviendra. Pas de souci. Moi, j'aimerais parler de cette phase en 2017, qui a été un petit peu dure pour vous. Ouais, bien sûr. Là, en 2015-2016, on était en fonds propres. Voilà. Ouais. Et le truc prend quand même. Enfin, Le truc prend, Ouais. et évidemment, avec la croissance, l'énergie du quotidien, et on voit plein de besoins. On se dit, putain, mais si on pouvait faire ça, machin, etc. Donc, on va peut-être un peu trop vite. On dépense un petit peu trop vite, et on voit aussi que dans ce métier-là, des écarts de stock, des écarts de planning peuvent être fatals. Ok, t'achètes trop de steak, on fait quoi? Bah, tout ça, en fait, à la fin, c'est au bas de page. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu dépenses beaucoup d'argent, et on se retrouve avec plus d'argent, mais avec beaucoup de clients. Et évidemment, quand tu n'as plus d'argent, bah, tu commences à ouvrir chaque ligne de ton relevé et tu fais attention. Et c'est ce qu'on a fait en 2017. On continue à faire de la croissance avec du bouche à oreille. Tous les jours, on se levait pour optimiser chaque coût. Voilà. Et en 2017, fin 2017, on traverse une année assez dure où on a du mal à payer les fournisseurs, parfois les salaires. Voilà. Parce qu'on n'avait plus d'argent, tout simplement. Mais on avait un business qui continuait à croître et qu'il fallait encore optimiser pour arriver à la rentabilité complète. Et ça, fin 2017, quelques investisseurs l'ont vu sur la place parisienne. Nous, on a fait nos premiers tours de site en 2018. Ok. Mais année 2017, super dur. Et c'est-à-dire que dans ces conditions-là, tu lèves dans quelles conditions? Quand tu n'as plus d'argent, est-ce que ça impacte ta valo? Moi, je suis un entrepreneur du bootstrap, donc je ne suis pas un expert des valorisations. En fait, nous, contrairement à peut-être d'autres entrepreneurs, on a toujours levé, d'accord? Parce que t'es soit ça, soit la mort. Ou en tout cas, soit ça, soit un choix très dur. Ok? Donc, on a levé, je pense, pour les bonnes raisons. Trop de clients qui rentrent, un produit qui est disrupteur, d'accord? Mais il faut encore le peaufiner. Pour en revenir, toi, tu es un bootstrapper, mais moi, je suis un start-upper. Ok? Un start-upper, une start-up, d'accord? Notamment dans le consumer, est là pour révolutionner un secteur de marché. Une verticale. Créer quelque chose qui n'existe pas. Si ça n'existe pas, comment tu fais pour le créer? Bah, tu passes du temps. Tu embauches des gens pour peaufiner ce projet-là. Mais à un moment donné, ces gens, faut les payer. Avant de trouver le bon product market fit et la bonne équation économique, il y a pas mal d'étapes. Ok? Ben pour faire ça, il faut lever des fonds. Mais notre métier à nous, c'est de créer des choses qui n'existent pas. C'est ça la startup, notamment dans le consumer. Tu vois, et aussi dans le B2B. Hein. Tu prends un logiciel SaaS qui va révolutionner une verticale d'un business. Si tu prends Legal Place, c'est un modèle SaaS. On l'a subventionné au lever de fonds, mais aujourd'hui, c'est 10% des créations d'entreprises en France. Voilà. Avant, pour créer une entreprise, il fallait aller sur Internet, à la chambre de commerce, machin, etc. Maintenant, tu arrives, tu écris 3 trucs sur Legal Place, ton entreprise est créée en 2 jours. Voilà. C'était pas possible avant. Ok? Avant nous, pour faire ces courses, tu faisais quoi? Tu prenais ta voiture, tu allais au drive, ou tu prenais ta voiture, tu allais à l'hypermarché, tu poussais ton caddie. Grâce à nous, tu peux rester chez toi, regarder Netflix pendant 3 heures et quelqu'un qui vient te livrer. Voilà. Ça n'existait pas. Et ça, c'est une start-up. On crée quelque chose qui... Évidemment, je vois les discussions entre les bootstrappers et les start-upers, etc. Et je le vois. Je comprends les bootstrappers qui, parfois, ils disent, mais putain, mais lui, il a levé, pourquoi? Moi, j'ai levé pour sauver ma peau. Voilà. Avec mon associé, on a levé pour nous sauver. Et pour créer quelque chose qui n'existait pas, pour revenir un peu à cette noblesse de la start-up. Dire, on crée quelque chose qui n'existe pas.
Et donc, comment se passe cette année-là? Donc, vous le levez en 2018, donc à partir de 2017-2018, l'année, le temps pour... Alors 2017, boucler ça. on survit. Ouais. Voilà, et les fournisseurs, on les payait à 6 mois, quoi, tu vois, comme ça. Il y a des salariés, on les payait les 20 du mois. C'était pas facile, quoi. On avait toujours une obsession de l'expérience client et de servir nos clients avec plus de produits, tu vois. Et on voyait notre panier moyen grossir, tu vois. Donc ça, c'est une très bonne KPIs. Donc quand tu achètes un nouveau client, toi qui fais de l'acquisition et du marketing sur Internet, acheter un client, c'est une première étape. Mais il y a une qualité de client. Ok, nos clients étaient de qualité parce qu'ils arrivaient sur la belle vie et en plus de ça, ils y restaient. Et plus ils y restaient, plus ils consommaient. Ça, c'est parfait. Ça, c'est les meilleurs clients. Et nous, on avait ça. Des clients qui sont arrivés parce qu'ils ont commandé un brunch. Ils ont dit, oh, bah, sur le site de la belle vie, on peut aussi faire ses courses. Et puis, ils se font livrer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ils ont complètement oublié le Monoprix qui était en bas de chez eux. Ça, c'est ce qu'on a eu pendant l'année 2017. Ce type de client est de plus en plus et voir que ça après. Quand tu es un investisseur en startup, tu comprends que quelque chose est en train de se passer. Il y a des mecs qui peut-être sont en train de révolutionner un marché. Le marché des courses à domicile. Parce que les courses à domicile, quand tu les livrais en 2 heures, c'est 12 fois plus vite que le plus rapide. Ils livrent en 24 heures. Donc déjà, ils se disent, putain, ça c'est cool. Je peux rester... moi, je ne sais pas ce que je fais demain, mais en tout cas, je sais ce que je fais les 4 prochaines heures. Ou les 2 prochaines heures, ou la prochaine heure, en fonction de Paris. Ou en Ile-de-France. Donc là, les investisseurs ont dit, il y a quelque chose qui est sympa. Montrez-moi le comportement de vos clients. Et là, ils se disent, mais vos clients, jamais en fait. Et en plus de ça, ils dépensent de plus en plus. Ça, c'est des super comportements de clients qu'on devrait chercher tout le temps dans les boîtes B2C. Quel comportement de ce client? Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça. On fait un petit seed et ça nous sauve un peu. Voilà, on respire un petit peu. Mais c'est que le début de la guerre, quoi. C'est que le début de la guerre. Ok. C'est quoi la suite de la guerre? La guerre, c'est en 2018. On a fait un peu de croissance, mais on se retrouve out of cash, quoi. Tu vois, ou presque. Donc, les investisseurs, c'est les business angels. Bon, ils n'ont pas les poches méga profondes, tu vois. Et là, ils se disent, vous arrivez quand même à un certain stade où il y a des boîtes qui ont fait une série A, 5-6 millions. Et 5-6 millions, tu veux dire d'argent levé ou d'argent levé. De chiffre d'affaires. Ouais, chiffre d'affaires pour faire. Chiffre d'affaires, à peu près 2018, tu vois, on est sur du 500 000 par mois, quoi, tu vois. Okay. C'est super. Enfin, moi, j'étais très content déjà. Mais on sait que voilà, on peut lever une année de chiffre d'affaires pour continuer à nous développer et aller à cette taille critique qui permet d'être complètement rentable. Et donc en 2018, on décide de lever et on prend une banque d'affaires qui s'appelle Cambon. Et il me dit, ouais, t'inquiète, on va lever en 6 mois, ça va être fait. Et attention, c'est la meilleure banque d'affaires. Attention, c'est le top du top et je vous conseille tous d'y aller. Mais je pense qu'il a sous-estimé en fait la casse qu'il y a eu depuis 2015, c'est-à-dire. Et évidemment, les VC, ils se sont dit, mais ouais, c'est super, la belle vie, machin, etc. Mais ça reste un site e-commerce et des livraisons de courses. Mais tu as vu tous les autres dans la food tech, ils sont morts. Donc là, tu peux leur expliquer que c'est pas la même chose, machin, etc. Mais les VC, c'est par définition des gens qui prennent pas de risques parce que ils investissent dans du sûr parce qu'ils gèrent l'argent des autres, quoi. Ils disent, attends, il y en a 20 qui sont morts là, même Amazon, il ric-rac sur ce secteur-là. C'est mignon avec la belle vie. Paul, il est marrant. Voilà. Donc, du coup, il se retrouve face à ce genre de critique, tu vois. Et le licenciement, on lève en 12 mois. J'ai vu plus de 100 fonds d'investissement. Il y en a un qui a fait une term sheet. Et je pense qu'il est très heureux aujourd'hui, ouais. Voilà. Mais on a mis 12 mois. Donc ça, on est fin 2019 déjà. Et jusqu'à là, vous grossissez grâce à quoi? Tu parlais du bouche-oreille, aujourd'hui, c'est votre... Alors, on a grossi, évidemment, la première chose par le bouche-à-oreille. Ouais. Un bon produit, il parle. On a eu des pics de croissance un peu tous les ans, et ces pics de croissance, c'était souvent en janvier. Mais qu'est-ce qui explique entre décembre et janvier la croissance? Nous, on n'a qu'une chose comme analyse, c'est qu'en décembre, les gens se retrouvent en famille. Et ils parlent. Tu vois, on peut pas l'expliquer autrement, en fait. Ouais. Tu vois, on n'a rien fait. Juste, on a perdu un peu parce que les gens se sont retrouvés en famille, mais tout de suite, ça explose en janvier, quoi. Le petit filon, vas-y, comment ça va, machin, à Noël, il m'a parlé. Donc c'est un truc dont tu peux parler quand même assez facilement. Comment tu te fais livrer tes courses, c'est un gros comportement. Ouais, tu vois. Et en plus, tu vois, comme
dans un écosystème early adopter encore. Les early adopters, ils aiment bien être early, quoi. Ouais, ils sont contents d'avoir découvert le truc. Et moi, je fais encore tes courses là, au drive, moi, je me fais livrer. Et tout. Ouais, mais il n'y a pas tout. Si, il y a tout, regarde. Ouais, tu vois. Il y a eu beaucoup de ça, je pense. Beaucoup de bouche à oreille. Et évidemment, avec les réseaux sociaux, les blogs, etc., tu as du bouche à oreille naturel. Ça va arriver chez un influenceur, chez un blogueur, il te fait un article, machin, etc. Voilà. On a eu pas mal comme ça, de manière naturelle, en disant hey, j'ai mon plan. Voilà. Mais c'est les early. Ouais, ils ont aussi besoin de contenu un peu innovant pour leur contenu. Okay. Et donc en parallèle. Donc bouche à oreille. Ouais. Et en 2018, on a eu un peu d'argent. On a testé les réseaux sociaux, l'acquisition payante, ouais. AdWords, Facebook, Instagram, etc. On a vu que c'était explosif. Genre, tu mettais tac, comme ça, oh là là, trop de commandes. Voilà, on n'a pas pu faire ça longtemps parce que, évidemment, on a dû continuer à investir dans les opérations, mais on a eu des cohortes et des pics de commandes en parallèle de l'investissement marketing. Donc, ça rassurait aussi les nouveaux investisseurs qui allaient rentrer en disant hey, regarde, quand j'ai de l'argent, ça je l'utilise bien. Voilà. Et du coup, je pense que la question que se pose peut-être un auditeur, c'est comment est-ce qu'avec une croissance donc bouche-oreille qui est très organique, que tu payes pas, tu peux te retrouver dans la sauce financière parce qu'en fait, nous, on a un gros métier d'ops. Ouais, c'est les dépenses en opération. Bien sûr, parce que tu achètes tes produits, d'accord. Qu'est-ce que t'en sais qu'il faut acheter 10 steaks ou 15 steaks? Mais quand tu n'achètes pas assez de steaks, bah, ton panier n'est pas validé. Il y a les ruptures. Donc, il faut toujours que tu en aies assez, tu vois, et jamais être en rupture. Parce qu'il y a des produits comme ça et c'est important. Plus tu vois, tu as beaucoup de people. D'accord? Bah, quand tu ne sais pas bien les gérer, le mec, au lieu de travailler 7 heures, il va travailler 6h15 parce qu'en fait, tu t'aperçois que entre des zones, il va aller faire du WhatsApp, appeler, tu vois. Mais en fait, ça mis bout à bout. Ouais. Voilà. Tout le temps, toute la journée, sur les milliers de mouvements qu'on fait qui ne sont pas optimisés parce que l'étagère est trop loin et tout, etc. Ça fait un bas de page qui est dégueulasse. Mais c'est ça le métier de la logistique. C'est pour ça que la logistique, c'est hyper dur. Parce que si c'est pas bien cadré et que tu sais pas que chaque geste, c'est un peu de dépense, bah, à la fin, ton bas de page, il est pas bon, quoi. Donc nous, on est une boîte logistique avant tout. Logistique et tech. On a développé nos propres logiciels tech, logistique, depuis 2015. Tu vois, ce qu'on appelle le Warehouse Management System, le TMS, Transport Management System, l'OMS, Order Management System. Tout ça, on l'a appris sur le tas. On a développé nos propres systèmes, notre propre ERP. Notre ERP est là pour gérer la productivité de l'entreprise. Tout cadré. Okay. Mais quand tu n'as pas ça, tu fais comment? Tu ne sais pas. Parce que tu sais pas, et en plus de ça, tu es quand même un business, petite marge. Toi, tu as une agence, tu es content. Tu vois? Et moi, j'ai une petite marge. On ne peut pas être déconnant par rapport aux autres, tu vois. Si je mets des marges qui sont 5 fois plus grosses, évidemment, je vais être rentable. Mais je n'aurai pas de clients. Je suis beaucoup trop cher. D'accord? On ne peut pas faire ça. Voilà. C'est un business aussi que tu découvres. C'est un business qui est petite marge. Ok. Sur la partie, je suis un peu curieux, sur la partie juste prévision des stocks aujourd'hui, le nombre de steaks là. Ouais, là, on a nos propres algorithmes. Ouais. D'accord? Qui sont nos propres algorithmes et nos people, et on connaît le comportement de nos clients, et on arrive aujourd'hui avec nos tailles de boîte à prédire les pics de croissance. Donc, on arrive à gérer de manière très très fine nos stocks. Et ça, c'est un peu la magie de la belle vie. Mais c'est 9 ans de travail. Okay. D'accord, donc c'est fondé sur toutes les datas que vous avez de vos clients, et quand vous faites de l'acquisition de vos clients, vous savez ce qu'ils vont commander plus ou moins? Ouais, exactement. On sait déjà plus ou moins ce qu'ils vont commander, évidemment. Qu'on va avoir, donc on prévoit les stocks aussi en face. Voilà. Et surtout qu'on a un grand assortiment, on peut avoir des ruptures sur des produits, mais tu vas avoir plein de produits équivalents. Donc toi, en fait, dans ta structure économique, tu as un BFR, enfin, tu as un trou structurel qui fait que tu dois acheter les marchandises avant de les vendre. Mais justement, on a un BFR négatif, c'est-à-dire que tu encaisses directement, mais tu payes tes fournisseurs à 45 jours. D'accord, donc pas du tout, en fait, c'est même plutôt un avantage, ce truc. Ouais, c'est un avantage, mais tu dois être bien aussi structuré au siège pour pas trop dépenser. D'accord? Pour pas que cet effet de trésorerie plus, il soit détérioré parce que tu as un siège de fou, quoi. D'accord. Mais ça, c'est propre à tout le retail. Ouais. Tu t'appelles Carrefour, Monoprix, Casino, Auchan, etc. C'est la magie. Pourquoi ces boîtes-là
elles ont des trésors de guerre en cash parce qu'elles paient tous leurs fournisseurs à 40. C'est quelque chose qui est complètement market practice. Qui n'est pas du tout accessible à une boîte e-commerce qui se lance. Ben, ça dépend si elle gère son stock ou pas. Nous, on fait de l'achat-revente. Compare ça avec une marketplace, c'est un peu différent. Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence Kudak. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 € par an en publicité. Mon travail, c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur notre studio créatif, le labo et notre département tracking pour proposer à nos clients une expertise growth e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Il y en a plus de 130, mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darrel, Perifit, Fursac, Legal Start, Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description. J'arrête de t'embêter, on reprend l'épisode. On voit le truc. Voilà. Mais faut te dire que les opérations elles doivent bien être gérées. Tu vois, tu peux t'appeler aujourd'hui en Auchan. Si ta structure de coût est trop grande, si tu as 80 000 collaborateurs au siège, ça va pas aller, quoi. C'est pas le cas, hein. Mais il faut faire attention à ça. Donc on s'était arrêté à 2018. Oui, 2019, on a levé, ça y est. Ouais, 2019, ouais, la série. Ouais. Magnifique. Donc série A, 10 millions parce que 6 millions, je crois. 6 millions, ok. Ouais. Là, ça vous lance sur une autre phase qui va vous amener quand même à relever aussi après, donc une série B. Ouais. Tu peux nous décrire ce qui s'est passé entre... Bah, on lève en décembre 2019 et en mars 2020, il y a le Covid. Ouais. Là, Et comme par magie, tu vois, dans les 3 mois où on a eu l'argent, on a décidé très rapidement de changer d'entrepôt pour encaisser la future charge. Okay. On pensait que cette charge-là allait mettre 12 mois, 18 mois à arriver. Elle est arrivée en 10 jours, quoi. Tu vois, en mars 2020, tac, comme ça, on a fait 400% de croissance en 15 jours. Voilà, 400 en 15 jours. Mais on aurait pu faire 4000% si on avait plus d'entrepôts. En vrai, on a une super croissance pendant le Covid, mais si on avait plus d'entrepôts, plus de machins, etc., on aurait pu avoir encore plus de croissance. Ça aurait été une mauvaise décision à l'époque, sans savoir que le Covid allait arriver. On sait pas. En tout cas, je pense qu'on aurait pu aller plus vite. Ouais, avec le recul, quoi. Mon associé, tu vois, il s'en mord encore les doigts. Je pense que lui, il dit, mais on aurait pu aller à fond, tu vois. Mais il y a un monde dans lequel vous ouvriez 10 fois plus de surface. Qu'est-ce que vous avez ouvert avant le Covid? Oui, on vous aurait avez pu. posé la question? On aurait pu, ouais. Okay. Mais à un moment donné, le Covid, en mars, c'est comme ça. Avril, là. Et puis, on commence à retrouver... à être habitué au Covid. Donc là, tu vois, la puissance, la vélocité des premiers jours, tu vois, et puis la concurrence, elle se met à peu près au diapason, tu vois. Voilà, on va plus attendre 3 heures pour faire ses courses, on va plutôt attendre 1 heure à l'hypermarché avec son masque, tu vois. À un moment donné, il y a une normalité qui commence à arriver, quoi. Okay. Voilà. Mais en tout cas, on a fait une super croissance en 2019. On passe de 2018, je crois qu'on était à 5,5, 6. Et on finit 2019, on est à 24, comme ça. Il y a des évolutions majeures qui se font sur le produit pur? Plus de produits, et en termes de produits purs, en termes de tech, bah, comme on a grossi très vite, on passe de 20 salariés à 300, tu vois. Bah, on développe toutes nos logiciels de productivité en mode Beast. Mais c'est ce qui fait aussi notre marque de fabrique aujourd'hui. Okay. Voilà, on a très très gros besogneux. Okay. Les logiciels de productivité pour les personnes dans les entrepôts? Ouais, gérer les entrepôts, gérer les stocks, gérer les livreurs. Voilà, on a développé tout ça et on continue aujourd'hui à l'affiner. Aujourd'hui encore, on envoie 4 à 5 mises à jour de l'ERP par jour. Par jour? Ouais. Okay. Ouais. Énorme. D'accord. Aujourd'hui, parce que donc là, il y a, bon, je repars un peu sur l'actuel. Donc il y a 700 personnes aujourd'hui qui travaillent pour La Belle Vie avec l'intégration de Frishti. C'est sans compter les livreurs. Ces personnes-là, c'est quoi l'équipe la plus conséquente? C'est les préparateurs de commandes. Ouais. Et après, ouais, évidemment. Ouais. Et après, du coup, c'est votre équipe tech? Non, c'est... Ouais, ça doit être les tech. Ok. Parce que je me demandais un peu comment c'était réparti. Ouais, tech, finance aussi, tu vois. Donc, on était sur cette phase qui vous porte, donc le Covid. Comment est-ce que vous, d'ailleurs, vous prenez vos décisions stratégiques quand vous voyez le Covid qui vous explose la demande et vous dites, bon, ce truc-là, est-ce que ça va s'arrêter? Ah, donc vous avez fait court terme, bon, c'est ça. Tu prends tout et tu te dis pas un jour ça va redescendre. Non, tu prends tout de suite, après tu... Voilà, Okay. Mais c'est ça être entrepreneur. À un moment donné, est-ce que tu as besoin de faire 3 heures de réunion pour dire « Oh, il y a une opportunité ». Et tu vois très bien ce qui est en train de se passer, quoi. Ton travail, c'est quand même d'avoir le maximum des clients et les satisfaire. Là, tu as une opportunité où tu ouvres le robinet et les clients sont là. Voilà. Oh, merci, on m'a livré une patate. C'est incroyable. D'accord. Et vous avez... Parce que typiquement sur les entrepôts, si vous faites x10 sur votre taille,
Bah, il Très faut, lâche. il faut optimiser. Je dis pas qu'il faut faire x10 en termes de taille Ouais. d'entrepôt, Ok, mais je dis qu'il faut tout continuer à Ouais. optimiser. Et évidemment, parfois, il faut aussi pousser les murs. Ok. Vous n'avez pas pris de trucs, de décisions pendant le Covid que vous avez regretté quand c'est revenu à l'état normal Non, d'ailleurs? la seule décision qu'on a regrettée pendant le Covid, je pense, c'est on n'a pas appris assez de clients. Ok. On n'a pas assez rempli. On pouvait pas, Ouais. c'était trop dur. D'accord. Donc on parlait du bouche-oreille. T'assimiles ça au parrainage pour toi, bouche-oreille égale parrainage. Ouais, tout ouais, le bien sûr. bouche-oreille se fait avec, Ouais, ouais. avec parrainage. Il fonctionne comment aujourd'hui le système de parrainage? 5 euros, 5 euros, 10 euros, 10 euros, ça dépend de l'agressivité qu'on veut mettre Ok. à certains moments. Ok, vous avez testé pas mal de systèmes, c'est celui-là qui a gagné ou ça a toujours été? Ça a toujours été celui-là. Ok, Ouais, d'accord. on n'a pas... C'est source numéro 1 d'acquisition ça aujourd'hui pour vous? Ouais. Ok, devant le trafic payant. ouais. Ok. En longévité, tu vois. On a Ah commencé ouais, en 2000. donc ordre de valeur. Ouais. Ok. Vous avez fait un peu d'influence aussi, tu me disais? Très peu. Très peu. On a testé un peu comme tout le monde, mais très peu. Enfin, c'est pas notre truc. En fait, on n'est pas encore une boîte marketing. Et si c'est en train de changer, mais on n'est pas encore une boîte marketing. Quand je dis marketing, évidemment, on a un directeur d'acquisition et je pense qu'on n'est pas mauvais du tout en acquisition, mais en termes de branding, tu vois, et quand je dis marketing, c'est acquisition plus branding, il nous manquait toujours cet aspect branding. Ok. Voilà. Mais, voilà. Mais en termes d'acquisition, on est plutôt... Alban, à sa première boîte, c'est une boîte d'acquisition. C'est un peu le Théo Lyon de l'époque, quoi. Ouais, il avait fait quoi? Il a fait une agence? Ouais, bien sûr. Ok, putain, je sais même pas. Ouais. Ça s'appelait comment? Edencast. Ok. D'accord, je garde Frishti pour la fin, j'ai vraiment envie d'y aller, mais je le garde pour la fin parce que ça va être intéressant, je savais pas du coup que ça vous avait apporté un peu aussi la vision branding, marketing en plus. Il y a de ça. En termes de branding, Frishti, c'est 10 fois plus connu que la Bellevie. Ouais. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est kiff-kiff. Beau. Ok. Donc vous avez toujours une croissance, en fait, qui a été drivée par le produit. C'est-à-dire, vous, votre enjeu, c'est je dois compléter mon catalogue. Mais bien sûr. Alors, C'est le catalogue. En Ouais. fait, nous, on est épiciers. C'est-à-dire qu'un épicier, en fait, il a ses clients, il met un truc sur l'étal, ça doit se vendre. Mais tout le monde doit être épicier. D'accord? Toi, tu as une agence. Plus tu as de services, plus tu as découvert le nouveau algorithme Google, machin, etc. C'est ton produit que tu vas mettre sur ton étal et vendre à ton client. Ouais. Slide numéro 12. Regardez, je vais vous faire ça. Tu vois? C'est la même chose. C'est ton produit Ouais. que les gens achètent. Mais ton produit, c'est quoi, toi, aujourd'hui? Tu vois, tu vas aller creuser Google mieux que les autres, tu vas creuser Insta mieux que les autres, tu vas avoir une cohérence sur ton marketing digital qui est un peu meilleur parce que tu as un point de vue qui est différent des autres, tu vois, c'est ça ton produit, tu vois. Voilà. Ben, moi, c'est pareil. Tu vois, c'est avoir les coca de toutes les saveurs. Pas que ça, évidemment, mais tu vois, toutes les boîtes, toutes les entreprises, c'est le produit, que ce soit un menuisier, on en parlait tout à l'heure, un chauffagiste, tu vois, c'est le produit, tu vois. C'est le produit. Le produit est bon, il parle. Voilà. Ça vous amène à une série B, tout ça. Ça amène une série B en 2021. Juin 2021. Ok. Voilà. C'est quand même 25 millions. Ouais, mais à l'époque, c'est quand même 25 millions, mais on est la plus petite levée de Ouais, c'était là où segment. c'était fou, c'est l'environnement. Ah, mais nous, beau. on avait un mois de burn de ces mecs-là. Mais c'est vrai, Ouais. je te jure. Bah oui, parce que c'était dans l'environnement où il a commencé à avoir Ah ouais, mais c'est la fou. ruée. Nous, dis-toi un truc, on lève en juin 2021, Ouais. on annonce notre levée la semaine de Noël. Tu sais pourquoi? Parce que on était étouffés par toutes les levées de fonds toutes les semaines de 50, 100, 200, 300, 400, 500. On était là, on fait, mais en fait, tu t'annonces 25 millions d'euros, tu fais pitié. Tu vois. Il y a eu un jour où, je crois que c'est Conto, puis Back Market, et celle-ci, tu vois. Celle-ci lève 50 millions d'euros, et les autres, ils lèvent 400 millions, 500 millions en faisant les plus grosses licornes. Machin. T'oses même Et pas dire son truc. celle-ci, on l'a oublié, tu vois. Ouais. On l'a oublié. Et pourtant, c'est un super SaaS, c'est un super produit. 50 millions dans ce secteur-là, c'est exceptionnel. Mais ce jour-là, il est en face de mecs qui annoncent 400 millions, 500 millions, Valo 5 milliards, machin, etc. Le pauvre. Tu vois, genre, putain, ça doit être exceptionnel de dire, ouais, j'ai levé 50 plaques, quoi, tu vois. Ouais, on a tendance à oublier cette Et lui, période-là. il est encore là, tu vois. Lui, il Ouais. est encore là et je pense qu'il est en bonne santé. Mais moi, je suis trop curieux de savoir comment quand vous voyez ces grosses levées, vous levez 25 millions, vous êtes content quand même. En mode de, Ouais, on est vous- content. Mais en fait, on est pragmatique. On se Ouais. dit, bah, c'est ce qu'il nous faut, en fait. Ouais. C'est ce qu'il nous faut. Et je pense si on avait levé peut-être 200 millions, ça nous aurait pas rendu service. Et vous êtes pas dit, putain, on va mourir, mais Théma, tous ces géants là qui sont Non. convaincus de A à Z, ils font de la merde, on est sûr. Non, je te jure, jamais on s'est dit on allait mourir.
même en 2017 où on devait mourir, tous les jours, je me levais, je dis, je meurs pas. Je te jure, Ouais. c'est vrai. Tous les jours avec mon associé, on meurt pas. En fait, nous, on meurt pas. On meurt pas. Tu peux envoyer la bombe nucléaire de 4 milliards, on va l'esquiver. Je te jure, on va pas mourir, on meurt pas en fait. C'est-à-dire que on meurt pas, on meurt pas. 99% de mon patrimoine personnel, c'est mes actions La Belle Vie. Voilà. Quand je dis ça, je dis, je fais ça pour ma famille, mes enfants, ma mère, mes sœurs. Voilà. C'est tout. Je suis complète. Tu sais, s'il y a un conseiller en gestion de patrimoine qui coûte ça, il va m'appeler, il va faire t'inquiète. Non, non, frère, écoute-moi, skin in the game. Voilà. Skin in the game, et crois-moi que tu vois, on peut y aller. Tu peux annoncer les 4 milliards, les machins, t'inquiète. Ça, en vrai, ça m'excite de ouf. Quand tu le vois, tu vois, genre, il va dire, mais il est fou, lui. Ils sont venus vous voir en plus, ces gros acteurs? Non, non, Ouais. trop boulard. Même pas vous. Non, je pense pas. Non, ils sont. Si, on est nous voir. En France, les GM, moi, je dis, je suis un peu médisant et c'est pas cool parce que j'aime bien ces mecs-là. J'ai beaucoup de respect, en vrai. C'était super dur. En vrai, c'est aussi super dur de gérer beaucoup d'argent. C'est con à dire, mais c'est dur, tu vois. Et ouais, on a vu quelques-uns. Mais voilà, enfin. En tout cas, on n'a jamais vu les grands patrons des entrepreneurs, tu vois. Les grands patrons de ces boîtes-là. On a toujours vu leur GM. En parallèle, vous avez aussi l'arrivée des gros acteurs historiques, donc les Carrefour, Auchan, etc. Bien qui sûr. commencent à faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Et qui essayent depuis quelques années. En 2017, ils ont essayé. Hein. À un moment donné, c'est Discount via Franprix livre en 1 heure, puis Franprix livre en 1 heure. Ouais. Bio, c'est bon. Voilà, on les a oubliés. Bio, c'est bon, hein, Ouais. tu vois. Aujourd'hui, c'est Ouais, en est où ça? Toi, t'as quel regard dessus? C'est. Non, en fait, ils sont dans le faux pas maîtrise. Ils n'ont pas pris la mesure de l'importance de la logistique, du logiciel logistique. Ils n'ont pas pris cela. Voilà. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est un gadget de CDO. Malheureux, ça me rend triste parce qu'on devrait, tu vois, on devrait être un pays où on investit à fond dans le digital et puis, tu vois, on crée des nouvelles choses, des nouveaux services. Mais aujourd'hui, le digital, dans ces grandes boîtes-là, elles ont leurs problèmes actuels et c'est un peu laissé de côté. Il y a tellement des petites parts en fait du CA Des par petites rapport à parts tout du ce qui brasse CA, à enfin, côté. tu vois, est-ce que 100 millions d'euros en livraison à domicile, c'est beaucoup pour eux par rapport à un hypermarché qui fait ça de manière mathématique tous les ans, quoi, tu vois. Et leur métier, c'est ça. Mais peut-être que le digital, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, la livraison à domicile de courses, il n'y a aucun player qui a réussi à l'imposer en disant c'est comme ça. Et c'est en train de prendre 30% du marché, quoi. Ok. Il n'y a pas eu des tentatives de rachat par ces. C'est arrivé, mais en fait, nous. Toi, c'est un truc qui t'intéresse pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Et en fait, ce qui est intéressant pour l'associé et moi, c'est l'histoire. L'histoire. On est des entrepreneurs, on veut kiffer, quoi. Tu vois. Une belle histoire quand même de se faire racheter par Auchan. Ouais, tu fais quoi derrière? Ouais, tu vois, j'ai plus l'âge, j'ai pas ton âge. Moi, je veux pas relancer de boîte, je suis trop fatigué, mec. L'intensité des débuts d'une boîte, enfin, t'as pas aidé, hein. Tu travailles 7 sur 7, 5h, 23h, tu perds des amis, tu perds ta femme, tu perds tout, mec. Si t'es pas prêt à faire ça, aujourd'hui, je suis pas prêt à part ma femme et mes enfants. Je dois être là pour eux. Donc c'est. Ouais, ça me semblait, parce que je me disais, la seule idée, moi, qui me ferait arrêter de faire ce que je fais, c'est d'avoir envie de faire quelque chose encore plus que ça. Ouais, bien sûr. C'est la même chose. Mais t'as rien d'autre. il y a rien de plus. Avoir une boîte, une start-up consumer en tant qu'entrepreneur, hyper rarissime. Ouais. C'est vrai que c'est la Champions League quand même. C'est la Champions League, mec. C'est la Champions League des startups. Voilà. Ouais. Bien sûr. Et arriver au stade des 100 millions, là où on est en train d'arriver, on va les faire l'année prochaine. Il y a d'autres boîtes en food. Que tu trouves cool? Parce qu'on parlait avant, on parlait de New, on en reparlera. J'aime bien La Fourche, ouais, et j'aime bien ce qu'ils font. Ouais, je respecte beaucoup ces mecs-là. J'aimais beaucoup Frishti. Ouais. Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Tu vois. Quentin, Julia, je trouve que c'est des super entrepreneurs. Frishti, tu vois. En food, Apivore. Ouais. Apivore, tu vois, de Play. Voilà, il crée une usine. C'est le seul à avoir un asset d'usine aujourd'hui. Tu vois, c'est pas une DNVB qui produit chez quelqu'un, quoi. Il a son usine. Un peu comme nous, tu vois, il va gérer tous les stacks. Donc ça, je respecte beaucoup ça. Voilà. On pourra parler de Frishti, c'est le moment. Vas-y. Tu peux raconter un peu comment ça s'est passé, des débuts des discussions jusqu'à il y a quelques semaines où vous avez annoncé? Au mois de mai, Gorillaz est annoncé en redressement judiciaire, avril-mai. Ouais. Ensuite, Getir et mécaniquement Frishti, puisque c'est Getir qui
à Gorillaz et Frishti. Et là, c'est mon associé qui me dit qu'on saute sur l'occasion. Nous, on était en train d'atteindre la rentabilité. C'est-à-dire, après 9 ans, on est les premiers acteurs opérants de la food tech delivery same day à atteindre la rentabilité, mes jours. Là, si tu fais une acquisition, ça te remet dans la sauce. Là, tu te dis, mais c'est ce que j'aime chez lui, et c'est pour ça qu'on est un beau couple, tu vois, on est complémentaires à fond. Qu'est-ce qui vous a plu dans le dossier, Frishti? Mais Frishti, c'est Frishti. Je t'ai dit il y a 2 minutes que j'ai respecté énormément Frishti, tu vois, comme food tech. C'est vrai, on l'a toujours respecté. Ça a été les leaders, même avec le e-commerce, ça a été les leaders. Ils ont créé une super brand. Les gens aiment Frishti, mais vraiment aiment Frishti. Voilà. Franchement, c'est normal qu'on fasse. Ils ont mis un gros accent sur le marketing, l'awareness, le branding, là où on l'a pas fait. Nous, on a plutôt été logistique. Oui. Donc, tu vois, quand tu colles les trucs comme ça, fusionnes les deux, tu te dis, ça marche. Il n'y a pas trop d'overlap. Et- Voilà. Et donc, du coup, mon associé me dit, vas-y, on y va. Et il s'est battu. Voilà. Comment ça se passe du coup là parce que c'est une reprise, donc ça veut dire que c'est pas toi qui décide. Pas toi, c'est Ouais. l'administrateur judiciaire. Ouais. Et donc, du coup, il faut présenter un dossier au juge. Ouais. D'accord, une première fois et une deuxième fois. La première fois, c'est pour voir s'il y a des candidats et candidats sérieux. Donc, on fait un premier travail qui dure jusqu'à mi-juillet. Ok. On essaie de faire l'offre la plus sérieuse possible. Okay. Et le tribunal va regarder deux choses. Si la boîte est solide, okay, donc il fallait quand même montrer qu'on avait atteint la rentabilité. Et ils ont eu l'intelligence de comprendre ça, même si ça venait juste d'être fait. Mmh. Ensuite, la crédibilité du dossier. Bah, tu vois, nous on reprend Frishti, c'est naturel. C'est nos cousins Frishti, tu vois. Mmh. C'est faire. Voilà. Et un autre, c'est pas sûr. Et troisièmement, c'est le premier, le nombre d'emplois que tu sauvegardes. Et chez Frishti, et comme chez La Belle Vie, il y a plusieurs activités. Tu as l'activité cuisine, donc la production de plats, et la production aussi d'entrepôt, où tu reçois les marchandises et tu les prépares et tu les envoies chez le client. C'est la même chose chez La Belle Vie. Okay. Et donc, nous, on est capable d'absorber une nouvelle cuisine et des préparateurs de commandes. Donc, on fait une offre d'emploi qui sauvegarde quasiment 50% des salariés. Et c'était la meilleure en termes d'offre d'emploi par rapport à la concurrence. Donc, on passe déjà cette étape-là en juillet, pardon. Et là, il faut attendre l'audience. Et l'audience, elle devait avoir lieu en août, mais elle a été décalée en septembre, d'accord? Parce que probablement que l'administrateur judiciaire ou d'autres ont voulu voir si les autres offres, les concurrents pouvaient se bonifier. Peut-être aussi que c'était le mois d'août qu'ils voulaient partir en vacances. Peut-être. Voilà. Et on est arrivé au mois de septembre et il fallait pitcher au tribunal, chacun son tour avec les différents concurrents. Et là, mon pitch, tout le monde se réunit et les juges et les différents acteurs sociaux décident de quelle offre est la plus intéressante. Il peut qu'il y en ait zéro aussi. Et là, tu as le résultat 10 jours après. Mais quand tu as le résultat 10 jours après, quelques heures après, tu as les clés du camion, quoi. Donc là, Ouais, c'est ça, donc c'est à toi, débrouille-toi. ah ouais. On est encore là un peu pour toi, mais en vrai, pas trop, quoi. Ouais. Et là, c'est pour ça que, tu vois, on a dû décaler notre rendez-vous. On a le truc le 27 septembre. Tu sais qu'on va l'avoir parce qu'on a le meilleur dossier, tu vois, tu es sûr à 95%. Donc on prépare les faits, on sort 200 personnes, des milliers de commandes, une nouvelle équipe. Elle est encore dedans aujourd'hui. Et donc après, une fois que le juridique est passé, ça se passe comment l'intégration d'une boîte comme ça? Vous connaissiez les équipes avant, vous avez On a rencontré quelques personnes, entre guillemets, clés, ouais. mais tout le monde est clé quand même dans cette équipe-là. Et aujourd'hui encore, en train d'intégrer les équipes, tu vois. Il faut aller les voir, faut leur donner un peu de vision, il faut passer ta tech. Tu vois, c'est quand même 2 boîtes tech. Quelle tech est meilleure? Tu peux pas gérer 2 stacks, tu vois. Dans un site, c'est pas possible, tu vois. Quelle tech est meilleure? Il faut faire l'audit d'une, voilà, pour voir si c'est les meilleurs.
pour voir tous les contrats, pour voir s'il n'y en a pas d'avantageux, d'autres désavantageux. Tu vois. Donc, c'est un travail de fourmi tous les jours de chef d'entreprise. Voilà. Donc là, ça en est où? Là, t'es encore au tout début Au tout début, hein, ça fait 40 jours qu'on l'a. Ouais. On est encore en train de fusionner des services comme la tech, les opérations, voire aussi convaincre les gens aussi qu'on a le meilleur projet. On a repris des gens qui ont eu... nous, on est le 3e propriétaire de Frishti en 2 ans. Quoi. Tu vois. Et Gorillaz, Piguetière, c'est des gens qui sont marqués. Quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, je peux comprendre que parfois, ils ont marre des fausses promesses. Voilà. Moi, si tu fais une promesse, ils vont dire, ouais, on me l'a déjà dit 10 fois. Faut me croire, s'il te plaît. Donc, on est en plein dedans, tu vois. Je peux pas te dire que c'est un succès, je peux pas dire que c'est un fail. On est en plein dedans, c'est du travail en cours. Bon, voilà, et ça s'est passé comme n'importe quelle boîte qui a été reprise à la barre du tribunal, avec du travail en amont et que tu pouvais pas faire parce qu'il y a de la concurrence et parce qu'il y a aussi l'été, quoi. Et quelles sont les synergies concrètes en fait que ça apporte avec la belle vie? Parce que l'activité de Frishti, c'est de la livraison de plats. Ouais, des plats, des courses. Ouais. Œufs Et des relevés. courses En aussi. 2020, pendant le Covid, ils sont aussi mis à livrer des courses. Ouais. Donc, il y a 50% de plats, 50% de courses. Ok. Où nous, les plats, ça représente 8%. D'accord? Mais on a aussi notre cuisine et on fait de la préparation de plats. D'accord? Ok. Que tu vas tester demain, puisqu'on livre Versailles. Faut jamais oublier de vendre. Always be C'est vrai. closing. C'est vrai. C'est vrai. Et en termes de vertical opérationnel, ils ont une cuisine, on a une cuisine, mais ils ont un savoir-faire de plats beaucoup plus poussé. Nous, on a 40 de plats, ils en ont 400, quoi. D'accord? Et la cuisine Frishti, les gens adorent. Mais en termes de produits d'épicerie, ils en ont 2000, on en a 25 000. On a un hypermarché. Okay. Ils ont aussi ce qu'on appelle les cafettes. C'est des cafétérières entreprises, tu vois, en bas des immeubles. Tu vois, tu rentres dans le hall, tu prends un petit café. Voilà. Dans ce business-là, où tu peux aussi manger le midi, qui marche bien. Ils ont ce qu'on appelle les cantines de zéro, donc livraison de plats aux entreprises. Ok. Donc en fait, ils nous apportent une cantine de zéro. Ils nous amènent une cafétéria, d'accord, 2 nouvelles verticales, où en vrai on peut écouler les plats préparés de La Belle Vie, mais aussi de Frishti, et vendre des produits La Belle Vie dans une cafétéria, et aussi peut-être aux entreprises qui ont une cantine, d'accord. Ils ont, nous on a une force dans le B2C, on sait livrer les courses de manière rentable, donc on récupère le B2C, on le met dans notre canal de distribution, d'accord, et dans les canaux de distribution et logistique qui sont rentables, d'accord. Donc nous, on apporte de la rentabilité et plus de produits à Frishti en B2C. Eux nous apportent une grande carte de plats préparés, d'accord, et des clients en cantine de zéro et en cafétéria. Tu vois, il n'y a pas trop d'overlap. Et aujourd'hui, on a un groupe. Donc, aujourd'hui, au-dessus de La Belle Vie et Frishti, le groupe s'appelle Delive. C'est ce qu'il y a sur le cabis. On a Frishti, on a La Belle Vie, on a aussi depuis peu, ça a été annoncé en septembre, on est l'entreprise qui gère la tech et la logistique pour la grande épicerie de Paris. D'accord? Donc c'est une nouvelle verticale. Grâce à Frishti, 2 nouvelles verticales de savoir-faire, la cantine de zéro, d'accord? Livraison de plats en entreprise le midi, une cantine dans les nuages, in the cloud, la cafétéria, d'accord? Le petit Starbucks que tu as en bas de l'immeuble. Voilà. Maintenant, il y en a 14, c'est Frishti. Okay. Et tu as 3 grandes enseignes et 4 savoir-faire. Donc, Delive aujourd'hui est un groupe logistique et tech, et on met notre logistique et tech au service de nos clients via différents canaux de distribution, que ce soit des marques ou des savoir-faire. Ok. Donc ça veut dire que l'activité économiquement de Frishti était économiquement, enfin elle était saine? Parce que qu'est-ce qui a emmené en fait Frishti de base vers A été ce saine sur statut-là? certaines verticales. Ouais. D'accord. Une boîte qui n'est pas gérée, d'accord, te met au défi, voilà, de donner les clés à ta boîte, à un manager qui regarde pas trop ton compte en banque.
peux avoir la tête que ça un an Ok. après, quoi. C'est ce qui s'est passé sur Frishti. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'avant, les gorillas ont failli Le modèle économique, c'est déjà. qu'ils ont pas- Le modèle économique. Mais en fait, le modèle de Frishti, le modèle économique de Gorillaz, Ouais. celui de Frishti, comment est-ce qu'il devient sain en étant chez vous et il l'est pas avant? Bah déjà, en termes de livraison, le temps de timing de livraison, on livre plus en 20 minutes. Ok. On livre plutôt en 1 heure ou 2 heures. La rapidité engendre aussi beaucoup de coûts. Tu vois, on est passé de 15 hubs à 2 hubs. Déjà, tu payes 13 loyers en moins. Ok. Ensuite, sur différents layers logistiques, nous, on avait des trucs en interne. Eux, ils avaient des trucs externalisés. On a coupé les externes, on a passé nos trucs. Parce que tu as des meilleures marges. Donc ça, sur 1000 choses, d'accord, qu'on est en train de faire, petit à petit, on va gagner un peu de marge chaque jour. Ok. Notre travail aujourd'hui avec mon associé, c'est de chercher une expérience client top et des marges tous les jours. Voilà. Ok. Et il y a de la mutualisation au niveau des, par exemple, une équipe acquisition du groupe des livres. Est-ce qu'elle travaille sur Frishti Quand tu et sur prends, la Belleville? elle travaille sur les deux, Ok. évidemment. Il y a une mutualisation sur les différents services. Quand tu prends une entreprise au tribunal, tu essayes de ne pas faire d'overlap. Donc, l'équipe, il y a des équipes qu'on n'a pas repris Ouais. parce qu'on les avait déjà. Tout sur l'acquisition, c'est un truc où avoir du doublon, ça sert Ouais. pas de. Et c'est normal que tu en parles. Ouais. Ton métier. Ok. Écoute, je crois que ça fait plus longtemps que je n'ai même pas regardé le chrono, mais ça fait quelques temps qu'on Nickel. parle. Merci beaucoup, Paul. Je vais te poser la toute dernière question de ce Vas-y, podcast avec que tu plaisir. connais. Est-ce qu'il y a une autre marque e-commerce dont tu admires les stratégies de croissance? Je t'ai posé sur la food, mais là, je te pose au sens large. Ouais, j'aime beaucoup With the New. Ouais. Ouais, J'ai reçu ici. très cool. On Très attend bien. tous son code promo. Qu'est-ce que tu aimes bien chez eux en Mais particulier? j'adore les fondateurs déjà. Ouais. J'adore les fondateurs. Ils sont cool, etc. J'aime beaucoup les sneakers, le monde de la street. Voilà, ça me parle beaucoup. Enfin voilà, j'aime le produit, j'aime les mecs. C'est la seule startup que tous mes préparateurs de commandes et tous mes neveux et nièces connaissent. Tu vois, tout le monde connaît We The New. Ouais, trop de respect quoi. c'est beau quoi. Et il a révolutionné un marché quoi. Voilà. Donc ouais, We The New, c'est fat. Bien, nous embrassons David et Mickaël. Voilà. Eh bien, écoute, on va pouvoir s'arrêter là, Paul. Merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, c'est Merci à toi pour adorable de l'invitation. t'être rendu là. 1 heure aller, 1 heure retour. Donc, ça me va droit au cœur. Une bonne commande demain, la T'inquiète. belle vie, Frishti. T'inquiète pas, je suis déjà Voilà. client Frishti. Régulier. C'est bien, c'est bien. Écoute, Il merci livre beaucoup. à Versailles maintenant. Ouais, mais je suis pas souvent à Versailles, c'est juste pour les tournages. Mais Ok, ça on va. commandera ça. Très bien. Merci. Salut à tous et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode des Petits Commerces. J'espère que vous l'avez apprécié, celui-là. Fin du tout.